Ce que tu vas entendre ne figure pas dans les livres d'histoire traditionnels, parce que c'est trop gênant, trop dérangeant, parce que c'est l'histoire d'un roi, tombé non pas à cause d'une guerre, ni d'une trahison politique, mais à cause de l'amour qu'il n'aurait jamais dû afficher. Son nom, Édouard II, roi d'Angleterre, fils du conquérant Édouard Thuvier, le marteau des Écossais. Un roi attendu comme un géant, mais qui s'est révélé être un scandale vivant. Pourquoi? Parce qu'il est tombé fou amoureux, et pas de sa femme, pas d'une dame de cour, mais d'un homme, un chevalier nommé Piers Gaveston. Dès leur première rencontre, c'est une obsession, une fusion, une dépendance. Édouard ne peut plus se passer de lui. Il le couvre d'or, de titres, de terres, et pire que tout, il l'impose à la cour comme l'égal d'un prince. Lors du mariage royal avec Isabelle de France, une princesse de sang royal, Édouard ignore complètement son épouse. Il ne la touche pas, il ne lui parle presque pas, il danse toute la nuit avec Gaveston, et comble de l'humiliation, il remet à Gaveston les cadeaux précieux envoyés par le roi de France lui-même, et pendant la cérémonie du couronnement, c'est Gaveston qui porte la couronne de Saint-Édouard, le symbole le plus sacré de la monarchie, un honneur réservé aux héritiers du trône, confié à un homme que personne ne respecte. La reine, à peine âgée de 12 ans, est laissée seule, abandonnée. Mais ce n'est pas seulement une offense conjugale, c'est une déclaration de guerre à toute la noblesse anglaise. Les barons sont furieux, les regards se croisent dans les couloirs, les accords secrets se forment. Le roi est-il encore roi, ou seulement le jouet de son amant? Mais Édouard s'en moque. Aveuglé par sa passion, il va jusqu'à nommer Gaveston régent d'Angleterre quand il part en mission à l'étranger. Un poste réservé aux membres du sang royal, confié à un simple gascon. C'est la goutte de trop. En 1311, les barons imposent une série d'ordonnances. Le roi est bridé, Gaveston est exilé. Et pourtant, quelques mois plus tard, Édouard le rappelle. En secret, il ose, il défie, il provoque. Il croit que son amour peut triompher du pouvoir. Mais cette fois, les nobles ne pardonneront pas. En 1312, il capture Gaveston. Pas de procès, pas de débat. Il est égorgé comme un traître, son cadavre jeté au corbeau. Et Édouard, il ne réagit pas comme un roi. Il pleure, il s'isole, il se lamente, il refuse de manger, de parler, mais il ne tire aucune leçon. Il va bientôt recommencer. Et cette fois, la chute sera encore plus sanglante. Gaveston est mort. Et toi, roi d'Angleterre, tu n'es plus qu'un fantôme dans ton propre palais. Tu pleures des semaines entières. Tu refuses de te montrer. Mais derrière les portes closes, une colère te dévore. Tu ne pardonnes pas au baron. Tu ne pardonnes à personne. Tu veux te venger. Et pour cela, il te faut un nouveau favori. C'est ainsi qu'entre en scène Hugh Despencer le jeune. Et s'il y a bien une chose que tu ne comprends pas, c'est que Gaveston n'était qu'un scandale. Despencer, lui, sera une catastrophe. Là où Gaveston était arrogant mais frivole, Despencer est calculateur, sournois et cruel. Tu tombes sous son charme. Pas pour son élégance, mais pour sa capacité à te faire croire que tu contrôles encore quelque chose. Très vite, il devient ton ombre. Il décide pour toi. Il parle à ta place. Et toi, tu signes. Tu signes des décrets qui lui permettent de voler les terres des grands seigneurs, notamment dans les marches galloises. Tu le laisses emprisonner, extorquer, humilier les plus nobles familles d'Angleterre. Et même lorsque les plaintes arrivent jusqu'à toi, tu les ignores. Car Despencer t'a donné une chose que plus personne ne t'accorde, l'illusion d'être aimé. En 1321, les barons tentent de se rebeller. Ils réclament la chute de Despencer. Tu refuses, tu lèves une armée, et pour la première fois, tu es impitoyable. Tu écrases la rébellion, tu fais exécuter 27 nobles, tu confisques leurs terres, et bien sûr, tu les offres à Despencer. L'Angleterre est choquée, la noblesse est terrifiée, le royaume n'est plus gouverné, il est occupé. Mais pendant que tu joues à être un tyran, tu oublies qu'à tes côtés se trouve une femme que tu as humiliée, négligée, piétinée. Ta propre épouse, Isabelle de France. Depuis des années, tu la traites comme une servante. Tu l'as laissée sans dot, sans pouvoir, sans dignité. Tu as même autorisé Despencer à confisquer ses domaines, à placer des espions dans sa maison, à lui interdire de quitter la cour sans permission. Mais ce que tu ignores, c'est qu'Isabelle observe. Elle note chaque trahison, chaque affront, chaque silence, et dans ce silence, elle prépare sa vengeance. En 1325, un conflit diplomatique avec la France t'oblige à envoyer un représentant. Tu refuses d'y aller, tu crains qu'on te capture.
Alors Isabelle se propose. Tu acceptes. Naïvement, stupidement. Tu ne sais pas que ce voyage sera le début de ta fin, car une fois à Paris, Isabelle ne reviendra pas, et elle ne sera pas seule. Tu l'as envoyée en France comme on se débarrasse d'un meuble. Tu pensais qu'elle jouerait son rôle de médiatrice, qu'elle se contenterait de négocier et d'obéir. Tu croyais qu'elle reviendrait seule, soumise, vidée de toute ambition. Mais tu t'es trompé. Isabelle ne reviendra jamais comme avant. À Paris, elle redevient princesse, sœur du roi Charles IV, respectée, honorée, écoutée. Et surtout, libre. Loin de l'emprise de Despenser, loin de ton mépris, loin de ta cour étouffante. Et là, dans les couloirs du pouvoir, elle rencontre Roger Mortimer, un ancien baron anglais, un homme que tu avais humilié, emprisonné, détruit. Un homme en exil, mais pas brisé. Entre eux, c'est d'abord une alliance, puis une complicité, puis une passion. Ce que toi, roi d'Angleterre, n'as jamais su offrir, Mortimer le lui donne. Respect, écoute, force. Ensemble, ils préparent l'impensable. Pas un simple retour, mais une invasion. Isabelle rassemble des troupes, obtient des fonds, négocie des navires, sécurise des routes. Elle fait alliance avec le comte de Hainaut, en lui promettant la main de son fils, le jeune prince Édouard. Ton fils, celui que tu pensais contrôler, celui qu'elle t'arrache. Car désormais, elle ne revient plus comme ton épouse. Elle revient comme la mère de l'héritier légitime. Et dans un royaume lassé de ton règne, c'est le détail qui change tout. Septembre 1326. Les navires d'Isabelle apparaissent sur la côte anglaise. À leur tête, une femme en noir, une armée étrangère et ton propre fils. Tu penses qu'elle échouera, qu'elle n'aura aucun soutien. Mais dès qu'elle pose le pied sur le sol anglais, le pays se soulève. Les seigneurs qui te haïssent la rejoignent. Les villes ouvrent leurs portes. Le peuple acclame son nom. Elle n'a pas besoin de marcher sur Londres avec violence. Londres vient à elle. Toi, tu fuis. Avec Despenser, ton ombre, ton poison. Tu te caches comme un voleur. Toi, le roi couronné, tu dors dans les granges. Tu changes de vêtements, tu supplies les paysans. Mais elle, Isabelle, avance. Elle entre dans la capitale en triomphe. Elle reprend le contrôle du conseil royal. Elle déclare l'urgence. Et elle t'ordonne de comparaître. Tu es pris, capturé, et Despenser avec toi. Et c'est là que le vrai supplice commence. Ce que ton favori va subir n'est pas une exécution. C'est une mise en scène de terreur. On le traîne à travers la ville. On le pend à moitié. Puis on le descend, encore vivant. On lui tranche les organes génitaux. On les brûle devant lui. On lui ouvre le ventre. On arrache ses entrailles. On jette son cœur dans le feu. Et enfin, on le décapite, devant une foule en délire. Et toi, tu regardes, tu écoutes, tu comprends. Isabelle n'est plus ta femme. Elle est ton juge. Et bientôt, elle deviendra ton bourreau. Tu n'es plus rien. Plus de sceptre, plus de couronne, plus de trône. Tu es un roi déchu, un homme brisé, un symbole à effacer. Janvier 1327. Sous pression d'Isabelle et de Mortimer, un parlement est convoqué. En ton nom, mais sans ton consentement. Tu es forcé d'abdiquer. Et celui qui prend ta place, ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas un traître, c'est ton propre fils. Le jeune Édouard, âgé de 14 ans, élevé par ta femme, placé sur le trône par tes ennemis. Mais toi, tu es encore en vie, et c'est là que commence le vrai problème. Car tant que tu respires, tu représentes une menace. Une figure autour de laquelle des fidèles, des royalistes, des nostalgiques pourraient se rallier. Alors, on t'éloigne. Tu es transféré discrètement au château de Kenilworth. Puis, quand des rumeurs de tentatives de libération surgissent, on t'envoie à Berkeley, un château froid, isolé, silencieux. Ce n'est pas une prison, c'est une tombe déguisée. Tes geôliers ne sont pas des inconnus, ce sont des hommes loyaux à Mortimer. Leur mission est claire, qu'ils disparaissent et qu'on ne puisse rien prouver, car ils ne veulent pas d'un martyr, pas d'un roi étranglé, pas d'un corps mutilé. Non, ils veulent une mort sans cicatrice, une disparition acceptable. Mais les récits qui suivront vont glacer le sang du royaume. Nuit du 21 septembre 1327. Les paysans disent avoir entendu des hurlements, des cris d'agonie, des plaintes inhumaines. Vénus des murs épais du château. Selon la version la plus répandue et la plus horrible, on t'aurait introduit un tube de métal chauffé à blanc dans le rectum afin de brûler tes organes internes, sans laisser de marques visibles. Pas de couteau, pas de sang, mais une mort lente, atroce, silencieuse. Une exécution conçue non seulement pour tuer, mais pour humilier. Te punir là où tu as le plus péché aux yeux de ton époque. Ton corps, ton désir,
ton amour pour des hommes, une vengeance symbolique, une manière de dire au monde « le roi a été détruit par ce qu'il était ». Et pourtant, malgré tous leurs efforts, les échos de ton supplice traversent les murs. Le peuple murmure, la rumeur enfle, mais Isabelle fait vite. Ton corps est exposé brièvement, puis enterré à Gloucester, dans une cérémonie modeste. Sans faste, sans respect, sans honneur. Tu as été roi, mais tu es mort comme un traître. Et pendant ce temps, Isabelle et Mortimer s'installent au sommet. Ils contrôlent le jeune roi. Ils s'enrichissent, ils gouvernent. Et la reine, autrefois ignorée, devient la femme la plus puissante d'Angleterre. Mais ce qu'elle ignore, c'est que le cycle de la trahison ne s'arrête jamais, et que l'enfant qu'elle a placé sur le trône observe, apprend, attend. Tu es mort, ou plutôt, tu as disparu. Mais ton souvenir, lui, hante encore les couloirs du royaume. Pendant 3 ans, Isabelle de France et Roger Mortimer règnent sans masque. Ils vivent de leur amour au grand jour, ils s'installent à la cour comme un couple souverain. Ils s'approprient les terres des anciens ennemis, redistribuent les titres à leurs partisans et laissent le jeune roi Édouard III jouer au monarque sans jamais régner. Car en réalité, le pouvoir est entre leurs mains. Isabelle est désormais la reine louve, redoutée, admirée, crainte. Mortimer, lui, se fait proclamer comte de la Marche, un titre qu'aucun homme avant lui n'avait osé réclamer. Mais dans l'ombre, un regard observe. Un jeune homme grandit, se forme, se forge. Édouard III, fils d'un roi trahi, fils d'une reine tyrannique et surtout, fils d'un silence. Il n'a jamais oublié la chute de son père. Il n'a jamais oublié les cris étouffés, les regards fuyants, la honte. Et ce qu'il prépare, ce n'est pas une révolte, c'est une délivrance. Octobre 13, 130. Le château de Nottingham est plongé dans la nuit. Mortimer et Isabelle y résident, confiants, entourés de gardes. Ils croient tenir le royaume dans la paume de leurs mains. Mais cette nuit-là, Édouard III passe à l'action. Avec un petit groupe de fidèles, il emprunte un passage secret sous les murs. Il envahit les appartements de Mortimer. Isabelle hurle, elle implore « Mon fils, aie pitié du gentil Mortimer !» Mais le roi ne fléchit pas. Mortimer est arrêté, jugé en urgence, condamné pour trahison, usurpation, corruption, et pendu comme un criminel ordinaire. Et Isabelle, le peuple réclame sa tête. Mais son fils, lucide, refuse. Il sait que faire tuer sa propre mère serait un poison pour sa légitimité. Alors il choisit un autre châtiment, exil, solitude, silence. Isabelle est enfermée à Castle Rising, un manoir austère dans le Norfolk. Elle y vivra presque 30 ans, loin du pouvoir, loin de la cour, loin de son fils. Certains disent donc qu'elle a sombré dans la folie, qu'elle parlait seule, qu'elle voyait des fantômes. Ce que l'on sait, c'est que lorsqu'elle mourut, en 1358, elle demanda une chose étrange, être enterrée avec le cœur d'Édouard II, enfermé dans une urne d'or posée sur sa poitrine. Un geste incompréhensible. Un dernier remords, un pardon silencieux, ou le reflet d'un amour déformé par la haine et le pouvoir. L'histoire retiendra tout. Édouard II, roi sensible dans un monde de brutes. Un homme tombé non pour avoir mal gouverné, mais pour avoir aimé différemment. Isabelle, reine bafouée devenue stratège, qui a renversé un monarque, mais perdu son fils. Et Édouard III, le fils du silence, qui a brisé la chaîne en l'acceptant. Cette histoire n'est pas seulement médiévale, elle est humaine, tragique, moderne, car dans chaque trahison de cour se cache une blessure. Et parfois, dans la plus infâme des morts, naît la mémoire la plus éternelle.